Le Parti socialiste doit choisir son candidat pour l'élection présidentielle. Nous en parlons dans Face à Face avec Patrick Allemand, conseiller municipal Parti socialiste à Nice et ancien premier secrétaire dans le département. La primaire du Parti socialiste de la Belle Alliance populaire, bien sûr. L'actualité locale aussi. C'est le programme donc de Face à Face, votre émission d'entretien et d'opinion. Notre invité, c'est donc Patrick Allemand. Bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, vous êtes ancien secrétaire du Parti socialiste dans les Alpes-Maritimes, ancien vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et conseiller municipal et métropolitain depuis de nombreuses années maintenant. Une figure, 2008. on peut le dire, du Parti socialiste dans les Alpes-Maritimes. On va d'abord parler de la primaire parce qu'évidemment, c'est l'actualité immédiate. Bien sûr. L'organisation s'est plutôt bien passé, on va dire, dans les Alpes-Maritimes. Xavier Garcia nous a dit que ça avait été compliqué quand même de trouver des salles, de mobiliser tout le monde, mais il y aura suffisamment de bureaux de vote dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes confiant ? Il y aura 82 bureaux de vote, je crois, si mes comptes sont justes, dans les Alpes-Maritimes. C'est un bon résultat compte tenu de la période, avec quand même, il faut le dire, une désaffection militante importante. Donc je pense que Xavier Garcia a fait vraiment de l'excellent travail de ce point de vue-là pour arriver à faire en sorte que tous ceux qui veulent aller voter dimanche puissent le faire dans les meilleures conditions possibles, avec les forces du moment. Alors il était l'invité du forum Azur TV Nice ce matin. On lui a posé cette question sur le fait que les candidats ne sont pas passés par les Alpes-Maritimes ni par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est un regret pour vous que dans cette campagne, ils ne soient pas passés par notre région ? Non, parce que je pense qu'aujourd'hui, les campagnes électorales, surtout celles des primaires qui sont très particulières, on n'est pas véritablement dans la même dimension que sur une élection présidentielle. Elles vont se faire quand même beaucoup à travers les médias, la télévision et les trois débats qui sont essentiels parce qu'ils permettent aux candidats de révéler à la fois leur programme, leur projet, mais aussi leur personnalité. C'est important quand on choisit un président de la République. Alors, question qu'on lui a posée aussi, et c'est intéressant d'avoir votre avis. Est-ce que finalement, la Belle Alliance populaire, le Parti socialiste n'a pas souffert d'une campagne trop ramassée? Parce qu'évidemment, le calendrier était lié intimement à la décision de François Hollande. Il y avait la primaire de la droite. On ne pouvait pas non plus organiser les primaires en même temps. Bon, résultat, il a fallu organiser ça un peu dans la précipitation quand même. Oui et non, parce que certains candidats sont partis depuis longtemps. Et ils ont labouré le terrain. Il est évident que cette primaire était effectivement organisée par rapport à la décision de François Hollande. Et tant qu'on ne savait pas s'il était candidat ou pas à sa succession, on ne pouvait pas faire autrement. Dans le sens où il était impensable de faire la primaire avant, avec un président de la République en exercice. Il fallait à ce moment-là qu'il puisse se déterminer le plus tard possible. Et donc le choix qui a été fait, qui était celui du 15 décembre, était raisonnable. Et en tout cas, le fait qu'en plus il ait choisi de parler le plus tôt possible, c'est-à-dire le 1er décembre, fait que ça a pu permettre à ceux qui voulaient être candidats de l'être. Aujourd'hui, l'offre politique dans cette primaire, elle est encadrée à droite et à gauche par Mélenchon et Macron qui surfent sur une vague médiatique et plutôt bonne dans les sondages. On s'en méfie, bien sûr. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de marge de manœuvre pour le candidat qui va gagner cette primaire ? Ça dépend qui va la gagner en fait. Et c'est tout l'enjeu du scrutin des 2 dimanches qui viennent. Si j'ai choisi par exemple moi de soutenir Vincent Peillon, c'est parce que je pense qu'effectivement il a plus de marge de manœuvre que les autres, mais on va y revenir. Alors, participation, c'est la grande inconnue. C'était la grande inconnue pour la droite, la grande inconnue pour la gauche. Clairement, on entend poindre chez les militants, chez certains responsables, qu'il faut éviter la catastrophe, c'est-à-dire limiter la casse. Vous êtes sur cette ligne-là ou vous avez l'espoir Non, je ne suis pas du tout sur cette ligne-là. Je pense que à la fois ce qui se passe lorsqu'on voit les études d'opinion démontrent que l'intérêt pour la primaire de gauche est croissant au fur et à mesure que, j'allais dire, la date fatidique approche d'une part. Deuxièmement, il y a les 3 débats. Le premier, de mon point de vue, n'a pas été exceptionnel. Le second a été beaucoup mieux réussi, même si malheureusement il a été vu par moins de monde parce que l'heure c'était un dimanche à 18h. Reste le débat qui va avoir lieu donc jeudi.
moi, je pense que les débats vont mobiliser les gens. Si on en croit les dernières études, on pourrait franchir la barrière des 2 millions de votants, ce qui, dans le contexte actuel, serait vraiment un très bon résultat. Et en tout cas, moi, un résultat que je n'attendais pas, je dois le dire honnêtement. Alors on verra, parce que Oui, là, moi je me méfie beaucoup maintenant, hein, depuis oui, les oui, leçons tout le monde se méfie. Il faut être de modeste la par rapport. voilà, Mais primaire de enfin, la on est quand droite. même obligé de les étudier, ces Oui, non, enquêtes mais d'opinion. bien sûr, moi, Voilà. je ne suis pas du tout Mm. sur la ligne anti-sondage, c'est une photographie à l'instant T, mais ça peut évoluer, effectivement, le débat, puisque on enregistre cette émission Mais le jour du débat, va jouer beaucoup. Hein. oui, un des enjeux quand même, c'est précisément l'organisation des bureaux de vote. Hein. C'est pour ça que c'était important qu'on puisse arriver à mettre 82 bureaux de vote. Et ça en fait quand même beaucoup moins que la fois d'avant. 430 militants Voilà. mobilisés hein, pour tenir Oui, oui, ces oui. bureaux de Donc vote. c'est important. La régularité du scrutin, pas Non, là, il d'inquiétude n'y aura donc pas il y aura pas de ce d'inquiétude côté-là. là-dessus. On sait faire. On a déjà fait à l'époque avec Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius. On a su faire en 2012 avec François Hollande, Martine Il y avait Aubry des et les soucis autres. ouais, mais il y avait des Non, soucis non, 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 hein, non, non. avec Martine Aubry dans le Nord, Non. il y a eu des soucis. Et non, vous confondez. Il n'y a pas eu de Il soucis. n'y a pas eu de soucis sur la désignation du candidat à l'élection Ah non, mais présidentielle. Il y a eu des soucis sur bien sûr. le congrès du Parti socialiste. Sur le congrès du C'est autre Parti chose. socialiste. Oui, alors c'est vrai, effectivement, vous avez C'est autre raison. C'est un vote entre militants. Voilà. Et là, vous avez raison, c'est effectivement, c'est plus simple peut-être de bourrer les urnes et de s'arranger. Exactement. Mais bon, dans l'histoire, voilà, il y a eu quand même quelques Non, non, anicroches. il y a pas Mais eu de sur les problème. primaires, vous avez raison. Il n'y a pas eu Sur de les problème en primaires, vous avez raison. 2007, il n'y a pas eu de problème en 2012, et il n'y aura pas de problème en 2017. Voilà, et puis on ne va pas créer de polémique inutile, vous avez raison, Voilà. c'est pas l'objet de cette interview. Combien de votants vous espérez dans les Alpes-Maritimes? Il y en avait eu 30 000 en 2011, si ma mémoire est bonne. Oui. Vous espérez vous rapprocher de ce chiffre, même s'il paraît difficile aujourd'hui, Donc, moi, vu l'état actuel Je pense que si on a entre 15 et 20 000 votants, ça sera un bon résultat pour les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Vous avez réussi à mobiliser les militants dans les bureaux de vote, Oui. ça c'est quand même une bonne nouvelle. Hmm. Là-dessus, pas Non, d'inquiétude, non, ça a été assez facile. On a quelques endroits où on aurait souhaité être mieux couvert, mais dans l'ensemble, le résultat est satisfaisant. Vincent Peillon, c'est donc votre choix Oui. personnel. Pourquoi ne pas soutenir Manuel Valls? Vous l'avez expliqué, mais j'aimerais que vous nous le... C'est une vraie question, parce qu'en plus, franchement, Manuel Valls, c'est un ami depuis très très longtemps. Mais j'ai choisi Vincent Peillon parce que je suis parti de l'analyse suivante, c'est que précisément, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon. De mon point de vue, aujourd'hui, Manuel, pour des raisons qui tiennent à la façon dont il a exercé les responsabilités, est trop clivant et il n'est pas en mesure de provoquer, de générer un rassemblement de bonne qualité au second tour. De la même manière, Montebourg et Hamon, c'est la même chose. Un a exercé le pouvoir, certains diront trop brutalement, enfin, peu importe, et les autres, ce sont des frondeurs, c'est-à-dire des représentants, des porte-paroles, des députés qui ont mené la vie dure à ce gouvernement, qui était le nôtre quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, et les uns et les autres, et l'autre aujourd'hui, ne sont pas les mieux placés pour construire ce rassemblement après le second tour. Vincent Peillon, à l'inverse, certes, il a été membre du gouvernement, il a été ministre de l'Éducation nationale, il est sorti du gouvernement au bout de 2 ans, mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait de polémique. Il est parti exercer son mandat de député européen, mais on n'a pas entendu Vincent Peillon tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le choix de Vincent Peillon, ça a été le choix de dire je vais chercher une candidature qui soit plus centrale et qui soit mieux à même de rassembler l'ensemble des socialistes au soir du second tour, parce que c'est déjà le premier enjeu. Mais est-ce que, à titre personnel, vous ne reniez pas le bilan de François Hollande? Il est plutôt Non, pas du tout. positif. Pas du tout. Est-ce que finalement, le meilleur garant de ce bilan, c'était pas Manuel Valls, vu que c'était son Premier ministre? Et que Vincent Peillon est arrivé dans cette campagne, alors certes avec une position centrale, et j'entends bien ce que vous dites voilà. sur l'équilibre, mais dans la cohérence, la continuité, est-ce qu'il ne fallait pas jouer la carte de Manuel Valls, jouer le bilan à fond Mais c'est parce que depuis le début, on voit bien qu'il y a un problème sur Manuel Valls. C'est plus une question de personne pour vous que d'idéologie? Absolument. Lorsqu'on en parle avec les gens dans la rue, etc., vous avez des tas de gens qui vous disent moi, je ne peux pas voter Valls.
Et qu'est-ce qu'on fait Ils peuvent voter Peillon, ces gens-là Et ceux-là, ils peuvent voter Peillon. Et c'est précisément parce que je pense que Peillon correspondait à une attente politique d'un certain nombre de militants, de sympathisants, de gens qui sont dans la mouvance de gauche, que j'ai choisi Vincent Peillon. Je n'ai pas fait un choix, j'allais dire, d'opportunité, parce que c'est le candidat le plus difficile à faire émerger. Mais dans mon analyse, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'homme qu'il nous faut. Alors voilà, vous avez mis le doigt sur le problème majeur de la campagne de Vincent Peillon, c'est son entrée tardive, Oui. sous fond de petites histoires politiciennes. Non, je ne crois pas du tout. Non, mais en tout cas, c'est comme ça qu'une partie de l'opinion l'a perçu. Oui, mais je ne crois pas du tout. Je pense que. On l'a présenté d'abord comme un candidat anti-Valls. Il y a une meilleure façon de démarrer une campagne quand même, Oui. même si sur les idées, il faut l'écouter. D'ailleurs, moi, je ne suis absolument pas anti-Valls. J'ai toujours dit très clairement que si Vincent Peillon n'était pas présent au second tour, j'appellerais à voter pour Manuel Valls. C'est peut-être pas ce qu'il fera lui d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est ce que je ferai moi. Non, la question aujourd'hui qui est posée, c'est que je pense que tant que François Hollande n'avait pas donné son choix, il était très difficile pour Vincent Peillon de rentrer en campagne et d'annoncer une candidature, puisque son candidat c'était François Hollande. Donc à partir du moment où François Hollande renonce, eh bien ça ouvre d'autres perspectives. D'autres perspectives, mais ça crée quand même une difficulté pour le candidat Peillon d'imposer ses thèmes, d'émerger médiatiquement au moment d'une campagne. Vous l'avez dit, il a été au gouvernement, mais il a disparu pendant plusieurs années. Ça n'a pas empêché de réfléchir, bien sûr, et de travailler. Mais aujourd'hui, on en est à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la popularité. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, il est en position d'imposer ses idées? Parce qu'à la fin, ce sera ça l'essentiel. Que ses idées émergent et que voilà, on verra. Moi, je considère que chaque jour qui passe est un jour de gagné pour Vincent Peillon, parce que je pense qu'au fil des jours, son discours est en train de convaincre. Je ne suis pas persuadé que dimanche, il émerge parce qu'il est parti tard, ça c'est très clair. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'avoir soutenu cette candidature, parce que je pense que c'est une candidature extrêmement intéressante, à la fois pour le fond, mais aussi pour le rassemblement des socialistes. In fine, la victoire, la victoire à la fin, ça sera quand même très difficile pour le Parti socialiste. De par la concurrence à gauche entre Macron et Mélenchon. Comment vous voyez l'année 2017 pour le parti lui-même, en dehors du fait de jouer le siège de président, mais est-ce qu'il y a un péril selon vous pour le Parti socialiste? Je pense à ça parce qu'il va falloir vous unir une fois le deuxième tour passé, et on a l'impression qu'entre Hamon et Valls, par exemple, ça risque d'être compliqué. Non, mais c'est bien pour ça que je soutiens Peillon, parce que bon, il y a les déclarations la main sur le cœur qui sont faites par les uns et par les autres. Enfin, quand même, moi je fais de la politique depuis quelques années, je sais ce que ça veut dire. Ça sera très difficile de se rassembler derrière Benoît Hamon pour les gens qui soutiennent Manuel Valls, et inversement. Mais si c'est pas Peillon, il n'y a pas un risque pour le PS? Oui, il y a un risque. Et objectivement, il y a un risque, mais ce sont des paramètres que j'ai intégrés dans ma réflexion avant de choisir le candidat que j'ai décidé de soutenir. Parce qu'il y a un risque réel sur la cohésion du Parti socialiste. Alors ça va nous permettre de faire la transition avec la politique locale, puisque donc premier tour, je le rappelle, dimanche pour cette primaire de la Belle Alliance Populaire, second tour le 27 janvier. Xavier Garcia nous disait que le nombre de militants c'est un peu réduit dans les Alpes-Maritimes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là un danger pour la gauche dans les Alpes-Maritimes? Parce que les dernières élections ont été mauvaises. Très peu d'élus locaux ont conservé leur mandat. Est-ce que si derrière la primaire n'est pas un succès populaire, il n'y a pas risque d'éclatement encore plus prononcé ici, localement? Non, pas plus qu'ailleurs. Il va y avoir un problème politique qui va se poser, après le 29. Qui est de savoir, effectivement, la question a été posée par Mélenchon, et elle est assez juste, c'est en quoi un candidat socialiste peut-il être utile au débat public dans cette élection présidentielle. Et ça, c'est au candidat qui va être désigné par le peuple de gauche, qui va se rendre aux urnes le 29, ça sera à lui de le démontrer, et d'avoir cette capacité à le démontrer. Parce que sinon, d'autres questions se poseront. Alors,
L'actualité locale, c'est aussi cette question de la prison de Nice. J'imagine que vous avez vu Oui. les préconisations du préfet des Alpes-Maritimes, qui a donc choisi la réhabilitation sur site avec une extension à Grasse et un troisième site du côté du Var, mais qui écarte la piste polémique du terrain des Iscles à Saint-Laurent-du-Var, ce qui permettrait de créer 1000 places supplémentaires. Comment vous jugez ces préconisations du représentant de l'État? Écoutez, moi j'attends de voir parce que ce que je sais, c'est que la question de la prison de Nice a été traitée par le gouvernement dans le sens où aujourd'hui cette situation ne peut pas durer et qu'elle est classée dans les 10 zones prioritaires par le ministère de la Justice. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là en termes de préconisation. Voilà, parce qu'une extension à Grasse, un troisième site, une rénovation sur place, tout ça me paraît bien compliqué. Ça me paraît être une, une solution qui fait plaisir à tout le monde, mais qui risque de ne satisfaire personne au bout du compte. Vous étiez pour quel Très, scénario, vous? très clairement, j'étais pour la reconstruction d'une prison sur le site des Isques à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, malgré les élus locaux qui étaient plus ou Oui, mais moins je pense qu'il y a opposés à ça. les élus locaux, ils ont leur rôle à jouer, mais après, il y a, dans des questions comme celle-ci, celle de la prison de Nice, une question d'intérêt général. Et l'intérêt général aujourd'hui, c'est d'avoir une prison qui soit moderne, qui permette d'accueillir les détenus dans de bonnes conditions, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement, où les conditions de détention sont totalement indignes à la prison de Nice, et en même temps d'avoir une extension de capacité, parce que c'est bien beau d'avoir des discours sur la fermeté, la main sur le cœur, comme on les entend dans différentes tribunes, notamment dans ce département où ça, il y a certains élus qui savent très bien faire. Mais quand on leur dit où on fait la prison, ben, il n'y a plus personne pour répondre à la question. Bah, la mairie de Nice la voulait sur le site actuel, quand même. Oui, Là, il y avait une mais prise de position très claire. oui, mais moi je pense que c'est une solution qui, en tout cas, dans un premier temps, je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, hein, puisque le représentant du gouvernement a choisi, entre autres, une rénovation sur site. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'était une position qui était clairement rejetée par le garde des Sceaux. Alors, on verra justement ce que dira le garde des Sceaux, Hum, hein, Jean-Jacques Urvoas, parce que Oui, c'est lui qui va devoir, in fine, prendre trancher. la décision. Oui. Voilà, tout à fait. Une autre question d'actualité, puisque la fin de semaine a été plutôt chargée, Cédric Herrou a été une nouvelle fois interpellé, placé en garde à vue. Je rappelle il est déjà passé devant le tribunal Oui. correctionnel de Nice, hein, pour aide aux migrants. C'est cet Hum, agriculteur Oui. de la vallée de la Roya qui encourt 8 mois de prison avec sursis. D'abord, votre réaction sur cette nouvelle interpellation, et puis ensuite sur ce drame de la migration, en fait, hein, Écoutez, qui touche véritablement les Alpes-Maritimes, qui est une porte d'entrée oui, très importante, hein. moi j'ai beaucoup d'estime pour Cédric Herrou. Et sa nouvelle garde à vue ne me surprend pas, vu l'état d'esprit dans lequel il était lorsqu'il est sorti du palais de Oui, il l'avait justice dit. et aux déclarations qu'il avait faites. Il Je y a un pense que, problème de loi quand même, Patrick Allemand. oui, mais je pense qu'il y a un problème de loi, il y a aussi un problème politique. Et parfois, ça ne fait pas forcément bon ménage. Et la politique est là pour faire évoluer les lois. Donc aujourd'hui, on a une situation ici qui est difficilement tenable, avec des gens qui arrivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ce sont des gens qui ont fui pour la plupart la guerre, quoi qu'on en dise, qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions de précarité extrême, sur des embarcations de fortune, qui parfois ont évité des naufrages, et qui arrivent ici, à Ventimille, qui sont bloqués. Et puis surtout, je veux dire, lorsqu'on a traversé toutes ces épreuves, qu'on est arrivé ici dans une précarité extrême, c'est quand même pas humain de savoir qu'un type meurt parce qu'il y a une pierre qui s'est dérobée sous son pied, ou qu'un autre meurt parce qu'il est emporté par une crue de la Roya. Enfin, tout cela paraît vraiment dérisoire quand on voit les épreuves qu'ils ont franchies. Et il y a la question des migrants qui se pose. Bon, nous, on a toujours dit que 30 000 migrants, c'est peu pour la France. La France pourrait faire un effort supplémentaire. D'ailleurs, Vincent Payon le dit très clairement dans sa position sur les questions des migrants. Donc que Herrou aujourd'hui soit de nouveau interpellé ne m'étonne pas. J'ai eu l'occasion de dire ailleurs que Cédric Herrou serait vraisemblablement aux réfugiés ce que José Bové a été à un moment donné aux OGM, c'est-à-dire que c'est une sorte de, entre guillemets, délinquant, entre guillemets, politique.
Et ça vous pose pas de soucis? Non. Non, parce que ça permet à un moment donné de faire évoluer les lois. Le combat qu'a mené, Il y a des lois de la République. d'accord, mais le combat qu'a mené José Bové à un certain moment, il a été utile. Et il a été incarcéré d'ailleurs, hein, il a été utile ce combat qu'il a mené. Aujourd'hui, celui que mène Cédric Herrou est utile à l'ensemble de la société. Est-ce que le gouvernement avait à prendre des décisions plus claires? Très clairement, je suis contre le délit de solidarité. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais vous savez très bien que ce qu'on lui reproche, c'est de faire passer la frontière. Ce n'est pas le fait d'aider les migrants une fois qu'ils sont sur notre territoire. C'est ça le souci. Oui, donc bon, ça, il faut encore aller vérifier. Hein, non, mais bien sûr, il faut le prouver. Mais c'est pour ça, place, en tout cas, en plus, bon, c'est l'homme qui symbolise ce combat-là, mais on sait très bien que c'est pas le seul dans la vallée de la Roya qui accueille et qui aide des migrants, et je veux saluer les gens de la vallée de la Roya qui le font. Un dernier mot de politique, puisque après la présidentielle arriveront les législatives. Oui. Vous avez fait le choix de céder votre place de premier secrétaire, en tout cas de plus postuler à ça. Vous êtes désormais conseiller municipal. Est-ce que vous envisagez de vous présenter aux législatives? Non. Parce que certaines circonscriptions sont déjà... Non, c'est terminé tout ça? J'ai dit très clairement depuis 2 ans que je ne serai pas candidat aux élections législatives. Ça n'a pas évolué? Que pour moi, mon combat aujourd'hui, c'était la mairie de Nice et uniquement la mairie de Nice. Et je consacre toute mon énergie à la fois militante et politique à la mairie de Nice. Il va y avoir des dossiers en 2017 et dans les années à venir à la mairie de Nice, justement. Comment vous voyez l'avenir, ce qui se présente à vous? Et moi, je suis dans une logique, aujourd'hui, je remplis mon rôle d'opposant à Christian Estrosi, puisque c'est la place qu'ont choisi les Niçois pour moi. Ils ne m'ont pas élu maire, ils m'ont élu opposant. Et donc je le fais le mieux possible et avec de nouvelles méthodes de travail surtout. Parce que je prépare l'avenir, parce que je crois qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une sclérose des organisations politiques. Bon, il y en a qui ne veulent pas dire grand-chose et qui sont souvent des gestionnaires de sigles, avec des coquilles vides derrière. Il y a le Parti socialiste, c'est différent, mais aujourd'hui, il traverse des difficultés. On en a parlé il y a quelques minutes. Et à contrario, il y a plein de gens qui s'intéressent aux questions politiques, qui veulent s'impliquer dans le débat sur les dossiers publics qui concernent la ville. Et donc, bon, j'ai créé une structure qui s'appelle Nice au cœur. Voilà, alors je voulais y venir. Ça fait maintenant plus d'1 an et qui marche très bien de ce point de vue-là. Ça fonctionne comment? C'est une sorte de forum citoyen? C'est une plateforme citoyenne qui fonctionne beaucoup par les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on est passé du virtuel au réel. Je viens de faire mes vœux, la salle était archi pleine, tout le monde le sait, donc ça démontre bien que c'est pas quelque chose de fictif. Les gens, ils sont là, c'est pas du bluff. C'est de faire émerger des idées que vous allez porter ensuite. C'est de faire émerger des idées, on porte des idées, on explique aussi les positions qu'on prend, parce que bien souvent, la politique manque d'explications, et tout cela fonctionne dans une plateforme citoyenne qui... ma foi, donne toute satisfaction et qui va même au-delà des espoirs que j'avais placés en elle, parce qu'aujourd'hui, on a dépassé les 450 adhérents Internet, et c'est quand même un résultat pour une ville comme Nice, à gauche, qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup Patrick Allemand d'être venu sur le plateau d'Azur TV pour ce numéro de Face à Face. Vous pouvez revoir cet entretien, vous le savez, sur notre site internet, le www.azur-tv.fr. Je le rappelle, donc premier tour de la primaire ce dimanche, le dimanche 22. Ouais. Et j'ai dit 27, j'ai dû me tromper. 22-29. C'est 29, puisqu'évidemment, il y a une semaine d'écart entre 2 dimanches. C'est plutôt logique. Donc ce sera dimanche 29 janvier pour le second tour. Merci à vous. Merci. Merci de votre fidélité également. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Face à Face.